Bonsoir Vincent Hugeux. Bonsoir. On va parler bien sûr de la Côte d'Ivoire avec vous. Vous êtes grand reporter à l'Express et vous connaissez bien l'Afrique. Vous êtes écrivain, journaliste. Vous avez écrit L'Afrique en face chez Armand Collin. Et évidemment, ce soir, donc l'actualité est brûlante puisqu'on a appris en tout début de soirée l'élection de Alassane Ouattara par 54% des voix, un score écrasant. Mais peut-être d'abord un petit mot sur Alassane Ouattara. Alors Alassane Ouattara, donc qui a 68 ans, ce n'est pas un perdreau de l'année, c'est un vieux routier de la politique. C'est quelqu'un qui est né dans le centre du pays. Il est musulman. Alors ce n'est pas lui. Lui, c'est le président de la commission électorale indépendante. Bakayoko. Voilà, et qui annonce les résultats, qui les a annoncés tout à l'heure. Donc je reviens sur Alassane Ouattara. Il a accompli une partie de sa carrière dans des institutions internationales de type Fonds monétaire international. Il a été directeur général adjoint avant de revenir sur l'échiquier ivoirien. Donc je le disais, musulman du Nord, d'ethnie Dioula, marié à une Française, Dominique Folleroux. Et puis c'est quelqu'un qui, au fond, prend aujourd'hui une forme de revanche puisqu'il avait été évincé en 2000 pour ce qu'on appelait à l'époque, c'est une catégorie constitutionnelle assez insolite, nationalité douteuse. Au fond, il avait été l'une des victimes de cette théorie fumeuse qu'on appelle l'ivoirité, qui avait surgi sous l'ancien président Henri Konan Bédié, son rival d'hier devenu son allié pour ce second tour, et qui l'avait exclu. Il est vrai que dans une vie antérieure, il avait accompli plusieurs missions pour ce qui est aujourd'hui le Burkina Faso, qu'on appelait à l'époque la Haute-Volta. Pourquoi c'est important ce soir? J'ai envie de dire que les téléspectateurs français peut-être se demandent pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce que c'est important symboliquement. C'est quelqu'un qui aurait mérité le pouvoir peut-être à d'autres époques et qui finalement remporte cette victoire après 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo, non? Préambule d'abord, la messe n'est pas dite. C'est-à-dire que certes, le président de la commission électorale indépendante a proclamé ce résultat avec une marge relativement confortable, mais il est clair que le camp Gbagbo n'en restera pas là et qu'il va y avoir des recours. Le dossier sera donc confié au Conseil constitutionnel. Et d'ailleurs, pourquoi c'est rassurant ce qui se passe en ce moment? C'est parce que précisément depuis plusieurs jours, avec une tension croissante qui s'est traduite par des affrontements meurtriers, il y a une course de vitesse entre cette commission électorale qui est composée de manière quasiment paritaire, opposition-majorité, et puis ce Conseil constitutionnel qui voudrait récupérer le dossier, car ses 6 membres, à commencer par son président Paul Yaoundé, sont tous des obligés de Laurent Gbagbo, le président sortant. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais attention, méfions-nous. L'histoire politique de la Côte d'Ivoire de ces 10 dernières années est quand même pleine de rebondissements parfois consternants. Et donc, il ne faudrait surtout pas que le camp Gbagbo, qui aura un mal de chien à digérer cette défaite, vous savez, le slogan favori des gens du FPI, c'était « on gagne ou on gagne ». Il ne faudrait surtout pas qu'il cède à la tentation d'un 3e tour dans la rue. C'est effectivement l'enjeu de cette élection, il est très important, c'est sur fond de violence, on les a connus, les Français y compris en ont vécu, ont été obligés de quitter la Côte d'Ivoire, il y a eu de nombreux déchirements, et là, c'était l'enjeu de la démocratie en Côte d'Ivoire, d'un certain apaisement. C'est aussi un enjeu encore plus crucial que celui-là, c'est la fin d'une absurdité historique. La Côte d'Ivoire était la locomotive subsaharienne, tant sur le plan économique, cacao, café, pétrole maintenant, que sur le plan politique. Et depuis la mort du patriarche Félix Houphouët-Boigny en 1993, à l'époque son Premier ministre s'appelait Alassane Ouattara d'ailleurs, il était pourtant donc jugé digne d'être Premier ministre d'un État qui ensuite l'a révoqué pour cette fameuse nationalité douteuse. Eh bien, depuis cette période-là, sans d'ailleurs que Houphouët lui-même soit exempt de grief, eh bien, la Côte d'Ivoire dégringole. C'était cette vitrine. Et elle dégringole, elle est passée par la case ivoirité, par la case coup d'État, par la case élection contestée, celle de Gbagbo en 2000. Il dit lui-même un scrutin calamiteux. Et puis ensuite, 2005, son mandat bonus. N'oublions pas que le mandat de Laurent Gbagbo a expiré il y a 5 ans. Donc depuis 5 ans, il est président sans être élu ou réélu. Et les Ivoiriens n'en peuvent plus de ça. On est fatigués. Et donc l'enjeu, il est crucial aussi pour ça. Et il est crucial dans les relations avec la France, puisque évidemment la présence des expatriés, mais les relations avec Gbagbo, compliquées, soutenues par des socialistes, pas les uns, pas les autres, on ne sait pas très bien, on ne s'y reconnaît pas très bien. Or, c'est quand même un des alliés importants de la France, théoriquement, en Afrique. L'histoire de la relation de Laurent Gbagbo à la France, c'est l'histoire d'un dépit amoureux. Alors toute la question est de savoir si dans le dépit amoureux, il y a plus dépit que d'amour, mais ça, c'est les semaines qui viennent qui le diront. La vraie difficulté, c'est que Laurent Gbagbo est un francophile contrarié. Quand Houphouët le met en tôle parce qu'il est le leader turbulent d'un FPI marxisant aux yeux de ses opposants, donc socialiste, etc., où se réfugie-t-il? En France, chez d'ailleurs un de ses amis du Parti socialiste, Guy Laberty. Quand
quelques années plus tard, le PS français se déchire entre ceux qui le jugent infréquentable, à commencer par François Hollande, et ceux qui lui soutiennent mordicus, dont Laberty, qui dirigeait le département Afrique du parti à l'époque. Eh bien, il continue d'être ce point de crispation. Alors, Gbagbo, je l'ai suivi en campagne pendant le premier tour. Je vous interromps parce qu'à l'instant même, il y a une dépêche qui confirme ce que vous venez de nous dire, puisque le Conseil constitutionnel annonce que les résultats annoncés ne sont pas valables. Donc, oui, voilà, le feuilleton est loin d'être fini. Et au contraire, est-ce que ça annonce des violences, ça? Est-ce que ça peut annoncer des violences? Écoutez, je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, mais vous savez, le spectre des scénarios est extrêmement large. Et ça va des arguties juridiques, dont vous venez de citer un exemple éclatant, à des affrontements meurtriers. Tout est possible. On va écouter quand même tout de suite Alassane Ouattara pour comprendre un peu pourquoi c'est important et quel est son message. Hein. On va l'écouter. J'ai dit à la scène internationale que la Côte d'Ivoire est un pays ouvert, est un pays hospitalier, est un pays ami à tous les pays du monde et que la parenthèse des agressions est close. Et la Côte d'Ivoire démontrera qu'elle peut avoir le leadership, non seulement régional, le leadership africain, mais la participation aux grandes décisions du monde. Voilà, c'est le retour de la Côte d'Ivoire dans le monde et qui est un pays ouvert et il y a cette bataille. Hein. Et cette bataille, là encore, l'enjeu est crucial. Vous savez, le mandat principal du futur président ivoirien, il n'est pas tellement dans cette résurrection économique. Tous les atouts sont là. C'est un pays qui a un potentiel phénoménal. Il est dans une authentique réconciliation. Ce pays reste coupé en deux par le putsch avorté de 2002, quand la rébellion nordiste a avancé presque aux portes d'Abidjan. Et dans les têtes et dans les cœurs, cette fracture, elle est encore vivace. Et je crois que vraiment, le prochain président aura réussi son mandat s'il réussit à cicatriser, fût-ce partiellement, cette blessure-là, qui encore une fois est profonde et inquiétante. Alors, quelle est la position de Nicolas Sarkozy et de la France là, face à cette élection, depuis le début d'ailleurs de la campagne électorale? Vous savez, Gbagbo en campagne, et je l'ai suivi, utilise très volontiers la carte patriotique, nationaliste, chauvine, donc francophobe. C'est un peu le chantre de la seconde indépendance, celle de 1960 a été octroyée par la puissance coloniale, plus qu'arrachée par peuple, et il faut donc maintenant, etc. etc. Bon, ça ne l'a pas empêché, au nom de la réelle politique, quand il s'agissait d'attribuer un marché public important, de ménager Bouygues, Bolloré ou Total. Bouygues, Bolloré, ça tombe bien, tiens, des amis du président. Donc c'est un malin, c'est un Machiavel de la politique subsaharienne. Donc il a toujours joué de cette corde parce qu'elle était payante électoralement, mais il a un peu bousculé le jeu, il n'a jamais renversé la table. Parce qu'il sait que de toute façon, il y a ontologiquement, historiquement, des liens indéfectibles entre ces deux pays. Et donc, aujourd'hui, comment peut réagir la France? Parce que Nicolas Sarkozy... Qu'elle se taise. Qu'elle se taise. Nicolas Sarkozy a demandé que les élections se déroulent le mieux possible et qu'il n'y ait pas de violence et surtout pas de coup d'État, entre guillemets. Hein. Très franchement, la meilleure ligne à suivre, c'est d'en se tenir à des pétitions de principe, respect des urnes, blabla, etc. L'ONU aussi est intervenu en demandant que les fauteurs de troubles... Je crois d'ailleurs que l'ONUCI, donc la mission locale de l'ONU en Côte d'Ivoire, joue un rôle absolument crucial. Il ne faut surtout pas qu'elle se loupe là-dessus. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi aujourd'hui. Tous les yeux sont braqués sur Abidjan. Que Nicolas Sarkozy fasse un commentaire, évidemment, ce sera attribué à cette sorte de turpitude néocoloniale permanente. Mais quand Hillary Clinton, au nom des États-Unis, quand le secrétaire général Ban Ki-moon des Nations Unies s'exprime et somme les Ivoiriens de respecter la loi des urnes, de proclamer les résultats en temps utile, c'est quand même un véritable poids. Donc, je reviens une demi-seconde sur la France. Il est parfaitement clair que si l'on veut que nos relations avec la Côte d'Ivoire atteignent un stade adulte, comme toutes les relations d'ailleurs avec les anciennes colonies françaises, eh bien, il faut les normaliser au sens étymologique du terme. C'est-à-dire avoir des relations normales qui ne passent pas par des émissaires occultes, qui passent par la bonne compréhension des intérêts réciproques de deux pays souverains. Juste un mot sur le Parti socialiste, avec certaines personnalités qui ont quand même été proches, qui sont allées voir Laurent Gbagbo. On sait Jack Lang, d'autres personnalités. Alors, à propos de Jack Lang, vous savez, il y a eu une phrase incroyable de Gbagbo en campagne, dans l'entre-deux tours, qui a dit, grosso modo, que son combat contre Ouattara, c'était le combat du bien contre le mal et du jour contre la nuit. Donc on était à mi-chemin entre George W. Bush et Jack Lang. Et Jack Lang qui est venu, de 1981, quand même. Qui est venu soutenir son ami Laurent. Dans une histoire précédente, il était allé dans les boîtes de nuit de Yopougon avec Laurent. Là, il est venu le soutenir en campagne. Donc, il est clair que la position du PS est très compliquée parce qu'à un moment donné, la question était de savoir si oui ou non il fallait l'exclure de l'international socialiste. C'est allé jusque-là quand même. Et malgré tout, Laurent reste un camarade. Vous savez, il m'a raconté un jour, Gbagbo, une anecdote qui est assez touchante. Quand il était jeune étudiant exilé en France, réfugié politique, appelons les choses par leur nom, un jour, il est allé se balader à Latch,
parce qu'il voulait voir de ses yeux la résidence du président Mitterrand. D'ailleurs, à l'époque, il était dans la 4L de Guy Laberty. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie qui trouvait quand même que ce grand black et ce petit blanc dans une 4L autour de la résidence du chef de l'État avait quelque chose de suspect. Voilà, donc la Côte d'Ivoire, pas si loin, très près de la France, avec des résultats qu'on attend avec impatience, avec des résultats donnés donc ce soir à Alassane Ouattara, l'opposant, celui qui avait été un peu exclu du jeu, qui revient, 54% des votes, mais immédiatement le Conseil constitutionnel qui veut invalider et qui est soutenu par Laurent Gbagbo, enfin que Laurent Gbagbo soutient. Et donc là, voilà, la bataille continue, c'est ce que vous nous expliquez ce soir, clairement, et pour les Français, et pour la France, et pour les Français vivants. À Abidjan, c'est très important, évidemment. Hein. Certains sont revenus, vous savez, il y avait eu un exode assez massif après les épisodes tragiques de 2004. Alors souvent, on est revenu d'abord chef de famille. En gros, on dit entre 8 et 12 000 doubles nationaux compris. Vous savez, il y en avait 50 000 au temps de Houphouët-Boigny. Hein. On était descendu à 7-8 000 après les événements sanglants de 2004. Alors, on revient d'abord chef de famille, éventuellement on fait revenir la famille ensuite. Mais bien sûr que c'est un enjeu aussi pour cela. Et je peux vous dire, parce que j'ai évidemment passé un peu de temps au téléphone cet après-midi, qu'il y a beaucoup d'inquiétudes encore. Merci beaucoup, Vincent Hugeux.